Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de NXT. Bien sûr c'est ironique quand je dis ça puisque l'épisode a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude et ça n'est pas pour des bonnes raisons. Voilà, je vais pas le dire tout de suite, j'en parlerai en conclusion. Mais globalement on a eu un show qui en termes de catch et de certaines préparations étaient plutôt cool, mais il y a quand même eu des très gros défauts. Ça, on va en reparler dans la conclusion parce que on a un show qui, s'il avait duré 1 heure et demie, aurait pu être vraiment un très bon show. Mais un élément, hein, et tous ceux qui ont regardé cet épisode de NXT savent déjà de quoi je parle. Bref, on a ouvert sur Sol Ruka contre Izzy Dame, donc le premier match de qualification pour le titre nord-américain. Donc on en a deux cette semaine, il y en aura deux la semaine prochaine. Il y en aura très certainement deux la semaine du 27. Et du coup, à mon avis, il y aura très certainement une promo ou un truc comme ça la semaine juste avant Battleground pour teaser le leader match. En tout cas, ouais, c'est plus comme ça que j'imagine la chose avec les semaines, vu comment ils programment les matchs. Le match en lui-même était plutôt sympa, avec une victoire logique, hein, victoire de Sol Ruka, qui l'emporte d'une manière, c'était magnifique. Franchement, j'ai kiffé la victoire de Sol Ruka parce que son finisher là, c'est le sort de, vous savez, où elle fait à moitié son salto vers l'intérieur, enfin sa vrille vers l'intérieur qui finit en sorte de facebuster RKO quoi. Euh, le truc c'est que là, en gros, elle est dans le coin. Et il y a Izzy Dame qui lui attrape les jambes, je sais plus trop pourquoi faire. Sauf que Sol Ruka, elle arrive à se sortir du truc en faisant sa vrille, en mettant son finisher. Je me suis dit, mais c'est incroyable, genre, comment elle a réussi à se sortir du truc et a quand même placé son finisher. C'est un truc de fou, vraiment. Côté athlétique, Sol Ruka, c'est vraiment un truc de dingue. Après le match en lui-même, il était plutôt honnête. Voilà, moi surtout le finish qui m'a marqué et que j'ai encore en tête un peu de temps après. Euh, mais, euh, mais voilà, donc Sol Ruka qui est sûrement la favorite hein, du tournoi. Je vois pas qui d'autre pourrait être autant favorite qu'elle pour gagner le titre en première. Je pense que c'était assez logique de la faire gagner en première et puis de se dire allez hop, ensuite on passe aux autres pour un peu plus de suspense, même s'il y a des victoires, je pense, qui sont assez attendues et d'autres qui, à mon avis, vont nous surprendre. Ensuite, on a eu un petit match par équipe entre OTM, Lucien Price et Bronco Nima qu'on n'avait pas vu catcher depuis un petit moment. Face à Malik Blade et Chris Inoue, pareil, qu'on voyait beaucoup backstage avec Brian Leris, mais qu'on ne voyait pas beaucoup catcher non plus. Et du coup, en soi, on a eu un bon match. Voilà, parce qu'on a deux bonnes équipes hein, de jeunes talents. Mais en vrai, l'action du match ne s'est pas spécialement portée sur réellement le match par équipe. Parce que globalement, ce match, hein, il sort un peu de nulle part. Hein. Il n'y a pas eu de problème entre OTM ou Blade et Inoue. Et je parle bien de ces noms-là en particulier. Le vrai problème, il se trouve entre Brian Harris et Jada Parker, qui d'ailleurs, si vous regardez le tournoi, plusieurs des matchs qui auront lieu sont des matchs de rivalité. Notamment la semaine prochaine, les matchs qu'on a de qualification, c'est Fallon Henley contre Thea Hale, qui sont en rivalité depuis la trahison de Fallon, et Brian Harris contre Jada, où ils essayent de créer une sorte d'histoire avec OTM et tout ça cette semaine. Voilà. Et après, je sais plus c'est quoi les derniers matchs. Alors, je sais qu'il y a Tatum contre Michin. Alors, ça me fait extrêmement peur parce que j'adore Tatum. Je crois que je l'ai déjà suffisamment dit depuis qu'elle a retravaillé son nouveau personnage et puis avec les performances récentes qu'elle a fait dans le ring. Euh,
Et c'est vrai que Tatum, c'est peut-être une des femmes que je supporte de plus en plus à NXT. Mais face à une Michin qui vient du roster principal, qui a une aura un peu particulière, puisque en général, quand tu viens du roster principal, il y a toujours un petit truc en plus dans le catcheur, à travers le catcheur ou la catcheuse. Et en fait, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on fasse perdre Tatum Paxley contre une meuf d'Euro, en sachant qu'une meuf d'Euro ou SmackDown, hein, je sais plus où sont les IOC, mais on se doute bien que Michin ne gagnera pas la ceinture, ça n'a aucun sens que la championne nord-américain soit quelqu'un du roster principal. Mais en même temps, ils peuvent quand même se permettre de la mettre dans le match d'échelle, et du coup ça fait très très peur pour Tatum. Et après, dans le dernier match, je sais qu'il y a Ryan Sinclair, mais je sais plus contre qui. De toute façon, on verra, hein, ça ce sera que dans 2 semaines. Mais voilà, donc il y a des matchs de rivalité, des matchs un peu voilà comme ça. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, pour ce match précis par équipe, l'accent a surtout été mis sur Brian Lewis et Jada Parker, hein, qui vont d'abord une fois tenter de s'agresser. Elles vont être séparées par leurs propres équipes. Et ensuite, elles vont repartir en baston. Et cette fois, il y a plein d'arbitres qui les ramènent backstage et tout. Et du coup, ça permet de créer de la tension et créer un petit plus euh, pour, euh, comment dire, la semaine prochaine. Voilà. Après le match en équipe en lui-même, comme j'ai dit, on en parlera en conclusion, mais il y a un truc que j'ai détesté. Et il y a effectivement l'accent mise plus sur les filles qui sont managers pour le match que le match en lui-même. Ce qui fait que c'est un peu dommage d'avoir des jeunes talents comme ça et entre guillemets d'en avoir un peu rien à faire. Mais il y a un autre match qui va un peu bénéficier de ce truc-là aussi, où le public à un moment donné va être détourné de l'attention du match. Voilà. Et du coup, on aura une victoire de OTM avec un finish par équipe, je crois, sûrement sur Idriss Enofe, là. Oui, c'est Idriss Enofe qui avait le problème de sa botte, là, qui était à moitié détachée et tout. Euh, Bref, c'était sympa, mais c'est dommage qu'on se soit pas plus concentré réellement sur le match que sur tout ce qui se passait à côté et l'élément dont je parlerai en conclusion. Ensuite, nous avons eu le deuxième match de qualification pour le titre nord-américain de la semaine, qui est Ivinal contre Lash Legend. Donc le match était pareil, plutôt sympa. La victoire de Lash Legend pour moi était assez logique, puisque c'est un peu ce que je disais juste avant entre Tatum et Michin qu'on aura dans 2 semaines. C'est que pardon, le problème pour moi, c'est que Michin et Azina, elles font partie du roster principal. Donc pour moi, tu ne peux pas donner le titre nord-américain à quelqu'un du roster principal, ou même de NXT ou quoi que ce soit. Bon, on a quand même eu des champions qui ont été cool, hein. Becky Lynch, malgré que j'ai pu détester le fait qu'elle ait été championne, elle a quand même fait des bonnes choses et permis de mettre Lyra Valkyria à un niveau, euh, j'ai envie de dire, très très haut. On a eu le New Day qui, pareil, ça m'avait fait chier qu'ils soient champions par équipe, mais ils avaient fait quand même des très bons matchs et tout. Pareil pour Dominique, mais encore Dominique Mysterio, c'est encore un cas à part parce que Dominique Mysterio, c'est parce que Becky Lynch et le New Day, ce sont des grosses stars. Qu'on les aime pas. Moi personnellement, ce sont une équipe et une catcheuse que aujourd'hui j'aime bien sans plus. Becky Lynch, j'étais un énorme fan en 2019-2020. Et après, j'ai vite lâché pour être un gros fan de Bailey. Mais aujourd'hui, ça reste quand même des gens que j'aime bien. Je reconnais et qu'ils ont énormément de talent et tout. Mais je suis pas le premier forcément à être derrière eux. Mais le truc, c'est que qu'on veuille ou non, ce sont des gros stars, ce sont des très gros noms du catch. Et du coup, le fait de les voir venir à NXT et prendre les ceintures des gens d'NXT, et ben moi ça me fait chier. Ça permet parfois de mettre d'autres équipes ou d'autres catcheuses en avant pour ces cas-là, mais ça me fait chier. À côté de ça, Dominique Mysterio, c'est pas une grosse star au sens de Becky ou le New Day.
Voilà, il est dans le roster principal, il fait du très bon taf avec son personnage de heel, mais il n'est pas non plus au niveau du New Day, de Becky Lynch et tout ça. Donc le fait qu'on ait donné le titre nord-américain, j'ai trouvé ça un peu moins dérangeant. Et en plus, les histoires autour de Dominic Mysterio étaient assez cool, et même à NXT, il avait une hit qui était vraiment géniale. Bref. Et en plus, ça nous aura permis d'avoir un Dragon Lee champion, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, tout ça pour dire que pour moi, les gens du roster principal ne devraient pas toucher aux ceintures de NXT. Donc pour moi déjà, parmi le classement, Ivy Nile et Michin, pour moi, ne doivent pas gagner cette ceinture. Donc déjà, le fait d'écarter Ivy Nile du match de l'échelle qu'il y aura à Battleground, pour moi c'est déjà une bonne idée, surtout que Lash Legend, c'est une big woman, donc avoir une big woman comme ça dans un match de l'échelle, ça peut être vraiment pas mal parce qu'à mon avis elle peut faire du dégât et tout, donc ça peut être très très cool. Euh, et pareil pour Michin. Après, que ces meufs là soient dans le match de l'échelle, ça me dérange pas, tant qu'elles ne gagnent pas la ceinture. Bon, euh, vous verrez quand même que dans 2 semaines, si Michin elle bat Tatum, ça va me faire chier parce que sans Cora Jade, Tatum a tendance à s'approcher d'être ma catcheuse préférée d'NXT actuellement, donc voilà, je vais quand même être déçu si elle perd, mais tant que c'est quelqu'un d'NXT, et très certainement que ce sera Sol Ruka qui gagne le titre nord-américain, eh ben, je serai content. Du coup, sur le finish du match, on a eu un finish un peu, j'ai envie de dire, décevant, dans le sens où tu as quand même Lash Legend, comme j'ai dit, qui est une big woman, Ivy Nile, qui est une petite catcheuse, hein, à côté de Lash Legend. Lash Legend, c'est vraiment David contre Goliath, quoi. Euh, Après, Ivy Nile a eu des bonnes offenses, elle a même réussi à placer sa soumission, sauf que en plaçant sa soumission, Jakara Jackson va intervenir en lui attrapant la jambe, ce qui va créer une distraction, et du coup, Lash Legend va pouvoir terminer le match avec sa big boot. Donc, qualification de Lash Legend, plutôt logique. Là, on a Sol Roca et Lash Legend, pour moi, ça annonce déjà un très bon match de l'échelle juste avec ces deux-là. Donc, à voir ce qu'il y aura par la suite, mais déjà, rien que ces deux-là, moi je suis content. Mais je suis juste déçu que on n'ait pas construit une Lash Legend forte. Euh, je dis pas qu'il ne faut pas qu'Ivinal soit forte aussi, mais je veux dire, quand t'es un géant, j'exagère sur ce que je vais dire, hein, mais quand t'es un géant et que tu galères à battre un nain, c'est quand même un peu triste, quoi, un peu bizarre. Bien sûr, j'exagère sur les tailles, hein, Ivina n'est pas si petite que ça, mais à côté de Lâche Légende, quand même. Bref. En tout cas, c'était quand même un bon moment, et pour moi, la bonne victoire pour aller à Battleground. Ensuite, on garde métaphore sur le ring. D'ailleurs, Jakara Jackson a dû faire 2 entrées, quoique Lâche Légende aussi, hein, puisqu'elle était aux abords du ring. Mais du coup, Jivon Evans contre Oro Mensah, match qui a lieu puisque au début d'épisode, et d'ailleurs c'est un épisode qui va se débuter et conclure de la même manière, mais pas avec les mêmes personnes. C'est que on a Noam Dar qu'on découvre qu'il a été agressé backstage. On ne sait pas par qui, hein. Bon, ça commence à devenir une habitude, hein, que les gens se fassent agresser sans qu'on sache qui est le coupable, hein. Bon, Trick Williams, ça a mis très 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 longtemps avant qu'on sache qui c'est, donc j'espère qu'avec Noam Dar, ça ne mettra pas aussi longtemps. Pareil avec Dragon Lee qui avait été agressé par Carlito, ça a mis un petit moment quand même avant qu'on sache que ce soit Carlito. Euh, mais là, j'espère que ça ne mettra pas autant de temps. Puisque Noam Dar a été agressé. Normalement, c'est Noam Dar qui aurait dû affronter Jivon Evans. Et même si avec Oro Mensah, le match a été très bon, j'aurais préféré que ce soit Noam Dar parce que le match aurait été encore mieux, je pense. Mais c'était quand même un très bon match. L'histoire, du coup, c'est que Métaphore se demande est-ce que la personne qui a agressé Noam Dar, est-ce que c'est Jivon Evans, puisque Jivon Evans euh, aurait dû affronter Noam Dar, donc est-ce que pour ne pas affronter Noam Dar, qui est sûrement le détenteur le plus long de la Heritage Cup,
Donc en gros, qui a quand même été champion pendant très longtemps, même si c'est une coupe et pas une ceinture, donc ça compte quand même. Et est-ce que ce serait pas Trick Williams qui aurait pu agresser également Noam Dar, puisque Noam Dar a remis en cause son statut de champion avec le fait qu'il ait battu Noam Dar, pas tricherie, puisque Noam Dar avait le pied sous la corde au moment du tombé. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a une troisième option, et cette troisième option, on va en parler juste après. Pour le match en lui-même, Jivon Evans contre Romensa, c'était plutôt cool. Voilà, difficile de se mettre dedans. On va en reparler en conclusion. Hein, mais de toute façon, je pense que vous vous doutez à chaque fois de quoi je parle. Euh, Franchement, les deux ont bien mixé. On a eu ce moment où Trick Williams, pas Trick Williams, j'ai spoilé ce que je voulais dire après, mais enfin une des choses. Oro Mensah du commandonné a voulu tricher, il y a Jack Jackson qui détourne l'arbitre, euh, Lashley Land qui prend une chaise pour que Mensah se dégomme Jivon Evans, et il y a Trick Williams qui fait son arrivée, qui empêche Lashley Land, donc sans la toucher ou quoi que ce soit, mais qui l'empêche d'utiliser la chaise. Et le truc, c'est que à partir de ce moment-là, le public n'en avait plus rien à faire du match. Parce que tu vois Trick Williams qui est là, qui surveille lâche les gens. À un moment donné, il y a vraiment, vous savez, ce truc qu'on fait là, quand tu pointes tes yeux et puis ensuite tu pointes l'autre personne pour dire toi je te surveille. À un moment donné, t'as Trick Williams qui fait ça, et puis t'as tout le public qui est en mode oh machin en train de faire du bruit. Et bah, du coup, ce qui est dommage, c'est que du coup, le public est plus concentré à chanter des Whoop That Trick, enfin Whoop That Trick, et à se concentrer sur ce qu'il fait par rapport à Lash Legend, plutôt qu'au match en lui-même, même si le match il se termine assez vite après l'arrivée de Trick Williams. Bon, après, on n'en est pas au point où la fois où LA Knight avait été arbitre spécial de je sais plus quel match, où vraiment la public en avait vraiment rien à foutre du match et était que concentré sur LA Knight. Mais là, ça a quand même eu un peu cette petite vibe en fin de match. En plus, la victoire de Jivon Evans qui était très intéressante, puisqu'il va nous faire un springboard s'ouvrier. C'était incroyable. Franchement, ce gars, il a vraiment du talent. Je sais pas vers quoi il va partir avec le temps, sur le titre nord-américain, sur la coupe, ou je sais pas, mais il faut vraiment que ce mec il se positionne vers une ceinture pour avoir des gros matchs parce que mais dans le ring il est incroyable ce catcheur. Donc voilà, Jivon Evans, petite victoire. Et, enfin, en plus, c'est même pas des. Le gars, depuis qu'il est arrivé, il enchaîne quand même des gros matchs. Hein. Il s'est fait. Enfin, il a perdu contre Ilya Dragunov, il a quand même affronté Ilya Dragunov. Là, il a une victoire contre Roman, ça, c'est quand même pas mal. Parce que bon, tu gagnes contre un mec d'un des clans les plus dominants de NXT. Et après, je sais plus contre qui il s'est battu. Il avait fait un match qui était excellent, mais je sais plus contre qui c'était. Enfin bref, le gars il enchaîne. Peut-être Carmelo. Non, peut-être pas Carmelo. Oh, je sais plus. Bref, par la suite, on a eu une promo de Wesley, encore une fois. Alors, c'est les genres de promos que vous savez que je n'aime pas, où un catcheur il vient au ring pour raconter un truc, et puis ensuite, à tout le monde qui arrive un par un pour rajouter son grain de sel. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de promo. Après, c'était plutôt sympa, hein. Wesley il est venu, il a parlé du fait que voilà, il y a quelques mois, quand il était sur le ring, c'était pas du tout dans le même état d'esprit, parce que c'était pour annoncer qu'il devait partir du ring à cause de sa blessure et tout, que voilà, qu'il a réussi à se remettre en forme plus vite que prévu et tout ça, si j'ai bien compris, parce que mon anglais est pas toujours parfait. Et franchement, c'était limite un discours de motivation en mode voilà, j'ai souffert, mais je suis de retour, j'ai beaucoup travaillé pour revenir pour vous, pour revenir dans la mire du titre nord-américain. Et ensuite, à un moment donné où il dit voilà, je sais pas comment exprimer telle chose et tout, on sait pas trop de quoi il parle. Moi, je pense que c'est de retourner sur la course au titre. Et là, il y a Obafemi qui arrive, voilà, les deux vont s'envoyer un peu des compliments. On sent qu'il y a une petite tension, mais ça s'envoie des compliments et tout par rapport au règne de Wesley, par rapport au règne d'Obafemi actuel. Donc
c'est plutôt cool. Et puis il y a Ivar ensuite qui arrive, en mode bon bah Wesley, tout le monde est content que ce soit de retour, moi-même le premier, mais voilà, enfin si, il va parler de sa blessure, qu'apparemment il a eu à peu près la même blessure et tout, et que bah, quand il est revenu, il a été hyper compétiteur et tout, enfin bref, il a tout fait pour revenir au sommet. Et ensuite arrive Josh Briggs, voilà. Bon, Josh Briggs, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Alors, on sentait que bah, c'était lui la promo de Hill pour s'en prendre à tous les autres et surtout Wesley. Hein. En plus, Wesley qui fait vraiment minus à côté des autres. Parce que le public, et ça j'aime bien que le public est comme ça, c'est que le public eut à fond Josh Briggs. Bon, ce qui fait que moi, du coup, j'ai pas compris tout ce qu'il disait parce qu'entre tous les bruits et tout ça, j'arrivais pas trop à suivre ce qu'il disait. Mais j'aime bien quand un heel reçoit les hits qu'il est censé recevoir. Et, euh, et du coup, euh, Obafemi se disant être le mec qui marche sur la compétition, qui est meilleur que tout le monde, la montagne que tu ne peux pas atteindre et tout. Du coup, bah, Wesley il fait bah vas-y, si c'est comme ça, bah organise un Fatal 4-Way pour le titre et tout. Et Obafemi il va juste quitter le ring. Il fait non, non, non. Il y aura un match entre vous trois et le gagnant pourra m'affronter à Battleground. Alors, il ne le dit pas Battleground, mais à la fin du show, quand ils font les previews, on voit que le match de championnat sera à NXT Battleground. Voilà. Donc on aura un triple threat pour déterminer un challenger. J'espère que ce sera Wesley. Ça pas trop de sens de ne pas faire gagner Wesley alors que vraiment la promo, tu sens que c'est vraiment tous les big men qui se mettent en travers de la route de Wesley qui veut retourner et récupérer sa ceinture. Donc ça fait un peu comme Dominique Mysterio qui avait dit à Wesley, bah, c'est soit tu bats trois anciens champions par équipe, enfin trois anciens champions nord-américains dans un Fatal 4-Way, soit plus jamais tu peux tenter ta chance pour le titre tant que c'est moi le champion. Et du coup, on sent que c'est un peu le même délire, mais travaillé différemment, puisque bah, c'est plus le même champion. Mais tu sens que voilà, Wesley est travaillé comme un underdog qui veut récupérer son titre, qui fait face en plus à des big men et tout. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Euh, et du coup, comme disait, sur l'agression de Noam Dar, il peut y avoir une autre option que Trick Williams ou Javon Evans. Et cette option, c'est Gallus. Parce que oui, Gallus a fait son retour. Et pour le retour, Gallus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont cassé la gueule à nos trois challengers. Puisque bah, après la victoire du main event, on va backstage et là on voit Wesley KO. Donc on se dit, what? Wesley KO, qu'est-ce qui se passe? Puis après tu avances et puis tu vois Josh Briggs KO au sol aussi, tu dis, what? Et puis après tu vois également Ivar KO et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu dis, ok, Obafemi, c'est pas le champion le plus, comment dire, euh, compétitif comme l'était Wesley à faire des Open Challenge quasiment toutes les semaines, mais tu dis c'est pas non plus dans ses habitudes d'agresser ses futurs adversaires backstage. Certes, Obafemi il ne fait pas des Open Challenge tout le temps, mais Obafemi c'est quand même quelqu'un qui cherche des adversaires très compétitifs qui vont créer des super matchs avec lui, qui vont montrer qu'ils ont envie d'avoir ce titre nord-américain. Et, euh, et du coup, tu dis, bah, si c'est pas Obafemi, qui a fait ça? Et là, bah, qu'est-ce qu'on voit? Gallus, Gallus qui est de retour avec les belles moustaches comment il s'appelle déjà? John Coffey. Attends, c'est ça, hein. Il y a John Coffey, Mark Coffey et Wolfgang. Hein. J'ai un doute d'un coup sur le nom du leader. Comment il s'appelait l'autre taré Attends, là, qui va peut-être faire partie du truc de Oncle Audi, là. Attends, c'était un John ou c'était. Attends, c'est moi ou. Attends, j'ai oublié des noms à force qu'il y en ait qui n'apparaissent plus. Attends, le mec qui se battait contre Dijak à la fin, comment il s'appelle? Attends, c'était Dijak contre. Oh. Attendez, il faut que je recherche parce que là, ça me tue d'oublier des noms aussi basiques.
Merde, attends. Si je mets Gallus, il va me donner les noms forcément. Et je pense que ça va me revenir. Et là, franchement, Gallus, genre. Quoi je... Ouais, Gallus domesticus. En français, la poule domestique. Non, Gallus, ça veut dire la poule. What? On apprend des choses en recherchant des catcheurs. Ah, Joe Coffey. Pourquoi je pensais à John? Alors du coup, ça fait Joe Coffey et Joe comment déjà? Merde, mais comment il s'appelle? Attends, si je fais WWE NXT, Joe... Putain, je déteste... Joe Gacy. Oh, putain, j'avais oublié son nom. Bref. Donc, Joe Coffey, qui revient avec des belles moustaches là. Euh, Vraiment, bon, nouveau style, de côté très agressif. Après, est-ce que ça fera que Gallus sera meilleur qu'avant? J'en doute. Mais je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. Euh, Surtout pourquoi ils agressent les trois challengers au titre nord-américain alors qu'ils sont un clan qui sont surtout concentrés sur les titres par équipe. Donc je vois pas trop pourquoi, à moins que Joe Coffey veut également se lancer sur la route au titre nord-américain dès que Mark et Wolfgang qui est sur les titres par équipe. Bref, je sais pas, on sait pas trop pourquoi ils sont là. Mais s'ils ont agressé des mecs qui n'ont rien à voir avec un clan ou une division par équipe, ben ils peuvent très bien également avoir agressé Noam Dar en arrivant au début du show. Donc ça peut être une autre option. Ensuite, on a eu un match par équipe plutôt sympa, à nouveau. Bon, celui-là, j'avoue que j'ai pas été trop à fond dessus, parce que j'étais en train d'envoyer des messages à un ami qui est un peu dépressif en ce moment. Mais on a eu Ridge Holland et Riley Osborne contre The aussi, donc Karl Anderson et Luke Gallows. Dans un match qui était quand même plutôt sympa. La vraie question c'était est-ce que Riley Osborne et Ridge Holland vont pouvoir cohabiter dans ce match, parce que on sait que Riley Osborne ne fait pas totalement confiance à Ridge Holland, mais après un truc s'était passé backstage, voilà, fallait bien que Ridge Holland ait un partenaire par équipe pour ce match. Du coup, le match est plutôt sympa avec un finish assez original puisque Ridge Holland et Riley Osborne vont plutôt bien combiner pendant le match jusqu'au finish, puisque pour le finish, euh, t'as pas Riley, mais Ridge Holland qui était prêt à porter une prise, je sais pas trop quoi comme prise, je crois que c'était à Karl Anderson, et du coup t'as Riley Osborne qui va vouloir faire un dropkick à Luke Gallows, sauf que Luke Gallows va esquiver le dropkick. Du coup, c'est Ridge Holland qui va le prendre, et en fait, en tombant, ça va transformer la position en petit paquet pour Karl Anderson, qui va en profiter et remporter le match. Et sur le coup, on sent que Ridge Holland il est énervé, qu'il remet la faute sur Riley Osborne et tout. Mais par la suite, on a un petit moment backstage où Riley Osborne va venir s'excuser, dire que c'est de sa faute, ils ont perdu le match, machin. Et du coup, Ridge Holland va dire t'inquiète, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, ça arrive et tout. Et il y a Terry qui va dire ouais, trop bien, je te fais un petit câlin parce que tu t'es pas énervé. Enfin, voilà. Et du coup, après, t'as vraiment Chin University qui se retourne vers Riley Osborne qui fait bah, tu vois qu'on peut lui faire confiance. Et lui, en mode ouais, ok. Je suis pas sûr qu'on puisse réellement faire confiance à ce Ridge Holland là, mais en tout cas, les passages étaient plutôt sympas. Voilà, c'était pas non plus excellent, mais c'était sympa. Ensuite, on a fait un nouveau début. Voilà, on a eu Jivon Evans il y a un peu plus d'un mois. Il y a 2-3 semaines, on a eu les débuts de Tyriak et Tyson. Et cette semaine, du coup, c'est les débuts de Carly Bright, du coup, qui backstage va voir Varane en mode oui, mais j'aurais bien aimé être dans le tournoi et tout. Sauf que Avar lui dit bah oui, mais regarde, toi t'es juste en dessous. Je sais plus c'est qui la dernière du classement. C'était Sinclair. Et puis elle lui dit bah oui, mais toi t'es juste en dessous de Sinclair. Donc malheureusement, hein,
sur les 16, non, les 14 compétitrices, bah, toi t'es juste en dessous. Non, pas 14, 12. Donc toi t'es 13e, t'es juste en dessous. Donc bah, je suis désolé, mais tu peux pas faire partie du tournoi. Mais je peux quand même te laisser faire un match et tout pour prouver ce que tu vaux et tout. Donc match contre Lola Vice. Euh, et le match était plutôt sympa. Ce qui est un peu dommage, c'est que, enfin, c'est dommage et logique en même temps, c'est que bah, déjà Lola Weiss, elle a marché sur le match. Vraiment, elle a explosé Carly Bright, qui a eu très très peu d'offense, puisque bah, Lola va totalement dominer, ce qui est quand même assez logique au vu des positions des deux dans le roster, hein. Entre une qui arrive à peine de level up et l'autre bah, qui est quand même l'ancienne gagnante du Breakout Tournament. Et franchement, c'était quand même cool parce que déjà, ça a permis de teaser la suite de Lola Vice. Et pour Carly Bright, je pense qu'elle a quand même montré deux trois choses. Elle n'a pas eu le temps de montrer autant de choses qu'elle aurait pu en affrontant une Lola Vice. Mais en même temps, bah, athlétiquement, tu sens qu'elle peut faire des trucs. Quand elle t'envoie, quand elle fait à moitié ces sortes de. Je sais pas comment on appelle ça, parce que c'est pas vraiment une roue, c'est pas non plus un salto. Mais quand elle va. Vous savez un peu ce que fait Wesley avant d'envoyer le cardiac kick, là. Je sais pas comment on peut appeler ça, parce que techniquement, un salto, tu mets pas les mains au sol pour faire un salto. Je sais pas comment on appelle ça. Mais bref. Quand elle fait ça dans le coin pour envoyer ses pieds dans la gueule de Lola Vice, tu dis c'est plutôt sympa, parce que bon, quand même pour propulser son corps hein, comme ça, juste avec les mains au sol, bah, c'est pas évident, hein. Moi personnellement, j'en serais incapable, hein, parce que j'ai aucune force dans les bras. Quand elle fait son drop kick du sol sans élan, tu te dis bah, c'est que quand même elle a une bonne propulsion et tout. Bref, tu sens qu'athlétiquement, même sur un moment elle fait un drop kick, tu fais ouais, plutôt sympa le drop kick et tout. Tu sens que c'est une meuf qui peut avec le temps faire des bonnes choses, qui très certainement va montrer de plus en plus ce qu'elle sait faire avec le temps. Donc voilà, bon, je m'inquiète pas trop pour elle. Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, mais voilà, elle n'a pas eu le temps de montrer beaucoup de choses, mais je pense que bah, pour un début, euh, bon bah, tomber sur Lola Vice, c'était peut-être pas la façon la meilleure de briller, mais au moins elle a pu venir à NXT. Euh, et puis moi je suis assez curieux de ce qu'elle fera par la suite en tout cas. Et à côté de ça, Lola Vice va gagner de manière clean avec son coup de coude là. Euh, donc c'était plutôt sympa. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, moi j'ai pensé que Carly au début allait gagner grâce à une intervention, parce qu'à un moment donné, on voit Natalia et Carmen qui regardent le match, qui partent vers le ring, et on se dit, ah, elles vont intervenir. Normalement, les faces ne sont pas censés intervenir dans les matchs. Et non, effectivement, elles n'interviennent pas pendant le match, elles interviennent après, puisque Lola Vice veut continuer d'attaquer Carly. D'ailleurs, tu sens que Shayna Baszler, elle est pas trop ok pour ça, ce qui est assez particulier. Du coup, bah, Carmen et Natalia viennent les attaquer et annoncent un match par équipe la semaine prochaine. Je pense que ce sera sympa. Je sais pas trop qui va gagner, mais je pense que ce sera un match par équipe plutôt sympa. Et ensuite, du coup, on a le main event. Donc le main event, Tony D'Angelo contre Charlie Dempsey pour la coupe héritage, donc qui était un bon main event. On en a eu des meilleurs, mais ça restait quand même un bon main event. En plus, je m'étais fait spoiler le résultat en regardant les stories de Tony D'Angelo. J'aurais peut-être pas dû regarder ses stories. Mais du coup, je savais déjà qui allait gagner, mais pas forcément comment. Et en plus, j'avais raison la semaine dernière sur un truc qui s'est produit. Du coup, le match commence, premier round, qui est vraiment sympa. On a les deux qui sont en train de se jauger, on va beaucoup au sol pour le combat et tout. Et c'est Tony D'Angelo qui va marquer son premier point avec un petit paquet. Et en plus, on sent que voilà, Tony D'Angelo il domine bien le début de match.
Ensuite, le deuxième round, moins intéressant parce qu'on a que la dernière minute. Mais le truc cool, c'est que sur la fin, on a Dempsey qui fait une clé enfin qui fait une soumission au bras à Tony D'Angelo. On sent qu'il est sur le point d'abandonner, mais non, on a le décompte du temps qui est passé et c'est trop tard. Du coup, le match reprend, round 3 pareil, plutôt sympa. Et là, c'est carrément Charlie Dempsey qui va l'emporter avec une German suplex qui se termine en tombée là. Plutôt intéressant. On revient au score 1-1 entre le challenger et le champion. Et on dit, bon bah, le prochain qui marque, il gagne, donc ça rend le match avec un peu plus de tension. Le round 4, il est plutôt sympa également, il se passe pas mal de petites choses. Tony D'Angelo, il reprend vraiment bien le dessus, il met même Chad Dempsey KO. Et là, au moment où il fait le tomber, l'arbitre il compte 1, 2, et là, le chrono il s'arrête à 2, alors que techniquement Tony D'Angelo avait gagné le match. Donc là, ça j'ai bien aimé aussi. C'est la première fois qu'on a un tombé qui est stoppé parce que le chrono est terminé. Ça, je trouvais ça très très cool. Et ensuite, on a le round 5. Et forcément, le round 5, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on a le retour de Miles Bourne et Damon Kemp. D'ailleurs, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais très 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 peur que comment dire, Miles Bourne et Damon Kemp, en revenant, puissent coûter le match à Tony D'Angelo. Ils sont revenus, mais ils n'ont pas coûté le match à Tony D'Angelo, et ça, j'en suis plutôt content. Puisque c'est bien Tony D'Angelo qui repart avec la coupe. Alors je sais plus avec quelle prise, parce que du coup il a gagné la coupe au moment où j'étais en train d'écrire retour de Miles et Damon Kemp. Et du coup, ils n'ont pas remontré comment il a gagné le match, puisqu'après on est parti sur justement l'agression des trois challengers au titre nord-américain. Mais du coup, le match était très cool. Voilà, moi j'ai bien aimé ce qui s'est passé. Euh, voilà, c'était sympa. Il s'est passé un truc que j'ai détesté, on en parle juste après. Mais dans la globalité, ce que les deux hommes ont montré pendant le match, c'était vraiment très très bien. Donc, pour conclure, avec les previews, on en a déjà plus ou moins parlé. On aura Natalia et Karen Petrovic contre Shayna Baszler et Lola Vice, très certainement pour mettre fin à la rivalité entre tout le monde. On aura Fallon Henley contre Thea Hale pour les qualifications du titre nord-américain. Et également Bradley Harris et Jaya Parker également pour les qualifications du titre nord-américain. D'ailleurs, juste envie de checker un petit truc vite fait. Ah, c'est Kelani Jordan qui a affronté Ren Sinclair. Ok. Je n'arrivais pas à me souvenir qui était la dernière contestante du tournoi. Et on aura techniquement, si les trois hommes vont mieux la semaine prochaine, un triple threat match entre Wesley, Josh Briggs et Ivar pour devenir challenger d'Oba Femi à Battleground. Donc, le show était plutôt sympa. Honnêtement, le show était plutôt sympa. Faut le reconnaître, on a eu des très bons matchs. Les matchs de qualification étaient plutôt sympas. Jivon Evans sur le ring, c'est vraiment très cool. Le main event était très cool. Découvrir Carly Bright, c'était cool, même si elle n'a pas eu le temps de montrer beaucoup de choses. Mais il y a un truc qui a pourri le show, et je mâche pas mes mots quand je dis pourri le show, j'en pense même pire que ça. C'est que, en fait, à un moment donné, quand Carly Bright rentre sur le ring, au bout d'un moment, tu vois, je regarde où on en est dans le show, parce que je me dis, combien de temps il reste encore? Parce que je vois qu'il est déjà 11 heures passées. Je me dis, bon, j'ai commencé le show vers 9h30, 10h, je me dis, normalement, il devrait bientôt se terminer. Et là, quelle surprise j'ai de voir que le show, au lieu de durer 1h30, il dure 2 heures. 2 heures, putain, c'était long. Et en fait, le problème, c'est pas que le show il dure 2 heures. Je veux dire, j'en ai rien à foutre qu'un show il dure 2 heures, 3 heures, 6 heures, 1 heure. Je veux dire, je m'en fous. Mais le truc qui fait que le show a duré 2 heures, eh ben, c'est pas pour les bonnes raisons.
C'est-à-dire que le show, il n'a pas duré 2 heures parce qu'on a mis plus de matchs, ou parce qu'on a fait plus de promos, ou parce qu'on a fait plus de segments backstage. Non, le show a duré putain de 2 heures parce que on nous a foutu une tonne de pubs. Mais des pubs, et des pubs, et des pubs, oh putain, j'avais envie de mourir, c'est encore pire que koh les pubs là. Même Pékin Express, y a pas autant de pubs non plus, je veux dire, c'est quoi ce bordel? Et encore, je veux dire, on est habitué à avoir des pubs ou des trucs comme ça à NXT, mais là, c'est des pubs en plein milieu des matchs. Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Genre vraiment, t'as eu une pub en plein dans le match entre OTM et Malik Blade et Irsenofe. T'as eu, je crois, une pub dans le match de Oro Mensah. Euh, on s'est tapé des pubs juste avant des entrées de certains catcheurs ou catcheuses. Il y a eu une pub en plein milieu du main event. Je veux dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je veux dire, en plus, c'est même pas des pubs intéressantes. Je veux dire, les pubs, c'est ouais, on fait de la pub pour Raw et SmackDown. Mais je veux dire, mais tous les gens qui regardent NXT connaissent Raw et SmackDown. Pourquoi vous faites les pubs? Et en plus, qui se répètent, hein. Chaque pub, on les a eu au minimum 2 fois. Et je ne rigole pas. Minimum, on les a eu 2 fois. Et je serais même pas étonné que certaines, on les ait eu 3 fois, hein. Mais c'était juste insupportable. Je veux dire, tu les as une fois, c'est cool, ok. Mais là, doubler toutes les pubs, ça m'a saoulé, ça m'a énervé au bout d'un moment. Et du coup, ça fait qu'il y a des matchs, bah, j'étais plus dedans, parce que les pubs m'ont saoulé, et j'étais plus dans le match. Parce que vraiment, t'as eu les pubs pour Raw, les pubs pour SmackDown, bon, les pubs pour WrestleMania de l'année prochaine, t'as eu les pubs pour le podcast de Stone Cold, t'as eu une pub, bon, celle-là on l'a eu qu'une fois, pour un documentaire sur l'Undertaker et Kane. T'as eu des pubs sur le Hall of Fame de cette année, donc que c'est passé il y a déjà un peu plus d'un mois. Bref, des pubs dans tous les sens, des pubs pendant les matchs. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus dégoûté. Parce que, comme je le dis, qu'un show il dure 2 heures, c'est pas dérangeant si le show est bon. Qu'on ait des pubs, c'est normal, les pubs, ça aide à faire de la promo. En général, c'est les pubs qui rapportent le plus d'argent et tout ça. C'est pour ça que à Koh Lanta au Pékin Express, en général, tu as 3 pubs, parce que bah, les pubs, ça engendre beaucoup d'argent. Mais de foutre les pubs, déjà de mettre 2 fois toutes les pubs quasiment, et qu'en plus bah, ces pubs là, parce que pareil, les pubs pour Speed, là, pareil, on l'a eu 2 fois ce truc là, mais mettre les pubs au milieu des matchs, alors ça m'a saoulé. Les pubs en plein milieu des matchs, c'est vraiment le pire truc qu'ils ont pu faire. Ça m'a dégoûté. Bref, on va conclure là. Tout ça pour dire que euh, on a eu un bon show, mais qui aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu autant de pubs et surtout si les pubs n'avaient pas lieu en plein milieu des matchs. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui a duré 2 heures au lieu d'1 heure et demie et ce que vous avez pensé des pubs. En plein match, surtout. Et sinon, bah moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.